Ce jeune loup avait décidé de défier le mâle alpha pour prendre la tête de la meute. C'était une grave erreur. Il n'aurait pas dû se frotter à ce prédateur expérimenté. Bien que le challenger soit jeune et fort, il est loin d'être le puissant chef de meute. Le chef de meute le monte aux rebelles avec cruauté méthodique en le traînant par la peau du cou, en le mordant et en le frappant. Il n'y a pas de blessure mortelle, mais ni même de blessure grave, mais le chef ne veut pas faire de mal à sa famille. Il montre simplement qui est le patron. Et nous montrerons d'autres cas où les bêtes se sont mêlées à leurs ennemis un peu pour rien. En dérangeant un éléphant agressif, un buffle a commis une erreur fatale. Le géant, enragé d'environ 5 tonnes, s'est jeté sur le taureau et l'a percuté comme une locomotive. Le bélier écrase l'ongulé, mais l'éléphant ne s'arrête pas. Il s'effondre sur le buffle, puis soulève facilement et sans effort apparent l'adversaire d'une demi-tonne avec sa trompe. Bien sûr, le taureau est 10 fois plus léger, mais c'est tout de même impressionnant, n'est-ce pas? Ensuite, l'éléphant a jeté son adversaire au sol et a commencé à le piétiner méthodiquement et brutalement. C'est pathétique, n'est-ce pas? On ne peut que se demander comment il a provoqué un tel comportement chez des éléphants habituellement pacifiques. Le plus probable est qu'il menaçait les petits. De bons géants peuvent se transformer en monstres redoutables pour protéger leur famille. Un énorme tigre est sorti du fourré et a vu un rival sur son territoire. Regardez comment le puissant mâle sort pour se battre. Il a décidé de donner une leçon à son adversaire qui est couché sur le sol et ne semble pas particulièrement redoutable. L'étranger n'inquiète pas le grand tigre. En vain, dès que le puissant mâle s'approche du jeune inconnu, il explose littéralement d'énergie et porte le premier coup. Le petit tigre se lève d'un bond et frappe immédiatement le propriétaire du territoire à la gueule avec ses puissantes pattes. Le plus grand tigre ne s'attendrait pas à une telle attaque, mais il a su réagir à la vitesse de l'éclair et donner une réponse impressionnante à l'insolent. Le combat est très dynamique. Les tigres sautent constamment sur leurs pattes arrière, des coups sont échangés, les prédateurs s'attrapent avec leurs griffes et roulent sur le sol. Le plus grand mâle est de loin supérieur à son jeune rival en termes de force physique et de masse musculaire. En cas de combat rapproché, il pourra percer les défenses de son adversaire, lui briser ou lui casser le cou, lui ouvrir le ventre ou tout simplement le mutiler. Le jeune tigre l'a compris. Il garde la distance, manœuvre, essaie de déséquilibrer le plus grand tigre. Et le jeune combattant y arrive. Cependant, le tigre plus puissant se lève et commence à encercler son adversaire. Ce dernier adopte une position défensive et se montre prêt à battre en retraite. Il s'avère que ce combat impressionnant n'est qu'un avertissement. Le plus grand tigre se rend compte que la victoire sera trop chère et n'essaie donc pas de s'accrocher à son adversaire. Mais ses coups plus puissants montrent au jeune étranger que sa présence ne sera pas tolérée sur ce territoire. Ce combat est une sorte de négociation. Les prédateurs ont montré leur force l'un à l'autre, mais le plus petit est contraint de partir. Les deux tigres sont vivants et ont échappé à de graves blessures, mais il n'y a qu'un seul propriétaire de ce territoire. Voilà la diplomatie des tigres. Un rhinocéros adulte pèse environ 3 tonnes. C'est une antilope forte, mais elle est loin d'avoir les dimensions du géant gris. Même si visuellement, les longues pattes de l'ongulé et le corps trapu du rhinocéros donnent l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux adversaires. Le plus gros animal peut à tout moment se déchaîner et faire tomber facilement l'antilope de ses pieds. Un rhinocéros puissant est capable de renverser une voiture et la bête pourrait piétiner l'antilope sans rencontrer aucune résistance. Mais pour une raison, il n'en fait rien. Au contraire, le rhinocéros joue avec l'antilope et recule même. Il s'amuse probablement beaucoup. L'antilope ne sait à qui elle a affaire et elle se sent victorieuse alors qu'elle ne fait que s'amuser. Mais qui sait, peut-être sont-ils de vieux copains. Et si l'antilope pouvait parler, elle dirait quelque chose comme « Allez mon pote, vas-y, joue le jeu quoi. Faisons comme si je gagnais. »
Mais fais en sorte que ce soit convaincant, les filles nous regardent. À votre avis, quelle est la raison pour laquelle le rhinocéros a cédé à l'antilope? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. Des chiens sauvages ont attaqué un petit groupe de gazelles. Les herbivores se sont dispersés dans différentes directions, mais les prédateurs ne se sont pas laissés désorienter. Ils se sont concentrés sur quelques retardataires et ont réussi à les précipiter dans l'eau. Les chiens, hyènes, sont des prédateurs très intelligents et habiles qui compensent leur taille et leur puissance physique, peu impressionnante par des actions coordonnées et par leur nombre. Il peut y avoir plus d'une douzaine de chasseurs dans un groupe, et chaque individu connaît exactement son rôle. Un certain plan d'action, de sorte que les animaux ne se gênent pas, mais se complètent pendant la chasse. Mais dans tout plan, il y a de la place pour une surprise. Les chiens ne savaient pas comment les hippopotames, qui ont également pris goût à ce plan d'eau, allaient réagir à leur apparition. Les chiens se tiennent de plus loin possible des géants et montrent qu'ils ne s'attaquent qu'aux gazelles et gênantes. Et comme les hippopotames eux-mêmes ne tolèrent pas toujours ces ongulés, les prédateurs espèrent qu'ils ne seront pas chassés. Mais les chiens n'ont pas réalisé à quel point les hippopotames sont jaloux de leur territoire. Les énormes mastodontes de 3 tonnes n'ont pas eu la flemme de traverser le lac à la nage pour disperser les prédateurs sur la rive opposée. On dirait qu'ils agissent par dépit. Normalement, lorsque les carnivores chassent du gibier, les herbivores des autres espèces se dispersent simplement, heureux de ne pas être chassés. Mais les énormes et puissants hippopotames peuvent se permettre d'interférer avec la chasse des autres prédateurs. L'un d'eux déboule sur le rivage et disperse littéralement les chiens dans différentes directions. Le poids lourd ne s'éloigne pas trop de l'eau, qui peut devenir un abri en dernier recours. Mais même un seul hippopotame ne peut s'opposer à un groupe d'ennemis aussi important. L'hippopotame court donc vers les chiens pour les intimider et leur donner une leçon, puis il rentre rapidement chez lui. Les chiens sont distraits par l'hippopotame qui ne peut être ignoré. Les ongulés ont ainsi une chance de s'échapper. C'est dommage, n'est-ce pas? Le comportement de l'hippopotame a surpris les chiens. Mais si vous pensez qu'il les a aidés les gazelles, vous vous trompez. De loin, les hyènes observaient la situation. Ces animaux rusés ont compris qu'il valait mieux s'éloigner du point d'eau pour ne pas agacer les hippopotames par leur présence. Les hyènes leur ont donc tendu une embuscade à proximité et ont réussi à arracher la gazelle capturée aux chiens sauvages. La meute des charognards tachetés est beaucoup moins puissante numériquement que celle des chiens, mais chaque hyène est 2 fois plus grande et une morsure beaucoup plus puissante. Une chasse réussie n'est pas seulement celle qui permet à un animal carnivore de déjeuner, mais aussi celle qui lui permet de survivre. Les chiens n'ont pas voulu transformer la poursuite des gazelles en guerre contre les hyènes et ont battu en retraite. D'autant plus que plusieurs autres ongulés se trouvaient à proximité et que certains d'entre eux étaient restés dans l'eau. Là, des mouvements des animaux à pied rapide sont limités, si bien qu'un chien peut plonger dans un plan d'eau pour en chasser une gazelle pendant que le reste d'entre eux l'attend sur le rivage. Finalement, les chiens ont eu de la chance. La gazelle s'est épuisée et le chien qui nageait devant elle a pu non seulement la rattraper non loin du rivage, mais aussi l'attraper par les oreilles, la tirer à lui et commencer à la noyer. D'autres chiens se sont précipités dans l'eau pour être sûrs de ne pas rester sans manger. C'est alors que quelque chose a gargouillé, comme dans les films d'horreur. La gazelle a disparu sous l'eau comme si elle avait été aspirée par un tourbillon. Et le chien, effrayé jusqu'à la panique, a nagé aussi vite que possible vers ses congénères. C'était encore un hippopotame. Les chiens ne s'attendaient pas à un tel comportement de la part d'un animal vicieux, agressif, mais toujours herbivore. Le géant insidieux s'est approché des victimes sous l'eau et a saisi la gazelle avec ses mâchoires. C'est un peu du Shakespeare, tu ne serais pas prise. Je te sauverai, l'hippopotame décida qu'il n'acceptera pas que son plan d'eau soit transformé en terrain de chasse et que si l'ongulé n'utilisait pas correctement son aide accidentelle, il paierait désormais pour sa lenteur. Finalement, c'est l'hippopotame qui a massacré la gazelle pour la soustraire aux chiens. Leçon apprise, ils ne s'approcheront plus d'ici. Ils ne s'y attendaient pas. C'est bien qu'ils aient survécu à une telle aventure. C'est sûr qu'ils ne s'attendaient pas à ça. C'est déjà bien qu'ils soient restés vivants.
Un guépard adulte peut paraître plus grand qu'un léopard, mais c'est une impression trompeuse. Le coureur a simplement de longues pattes qui augmentent sa taille au garrot, alors que les léopards ont l'habitude de se faufiler. En fait, le guépard est un animal fort mais assez léger, dont la masse est proche de celle d'un berger allemand. C'est pourquoi les guépards solitaires s'attaquent aux gazelles et à d'autres petits ongulés sprintants. Les animaux tels que les zèbres, agressifs et puissants, ne peuvent plus être capturés. Les zèbres sont très douloureux à frapper et peuvent briser une patte d'un guépard ou même endommager sa colonne vertébrale d'un coup de sabot. Cependant, les zèbres ont sous-estimé ces chats pour rien. Les prédateurs, au lieu d'agir seuls, se sont unis en un clan qui ressemble à une petite troupe de lions. Ces guépards sont tous parents, frères, sœurs, cousins. Lorsqu'ils ont grandi, ils ne se sont pas séparés, mais sont restés ensemble pour s'aider mutuellement à obtenir et à protéger la nourriture. Les zèbres n'auraient pas dû laisser ce clan s'approcher si près. Un groupe de prédateurs a attaqué et a réussi à faire fuir tout le troupeau. Une courte poursuite s'ensuivit. Un zèbre est beaucoup plus fort qu'un seul guépard et pourrait tout simplement le piétiner. Cependant, le chasseur qui a réussi à attraper l'ongulé rayé est soutenu et protégé par ses proches. Ils se sont jetés sur la victime dès que le chef du groupe a réussi à l'arrêter. Pendant qu'il étranglait le zèbre, un autre guépard lui a bloqué les pattes. Les autres patrouillent dans la région. Ils protègent leur proie des menaces extérieures, prêts par exemple à repousser une attaque de hyène. En même temps, les chats sont prêts à intercepter le zèbre s'il s'échappe de son emprise. Les guépards semblent avoir découvert l'efficacité du travail d'équipe. Les cas où des parents s'unissent pour former des clans de guépards sont de plus en plus fréquents. La pratique a montré que 3 guépards peuvent également venir à bout d'un zèbre adulte. Quelle est la prochaine étape? Se mettront-ils à combattre les hyènes et les lions? Ensemble, les guépards ont vaincu des proies qu'ils n'auraient pas pu affronter seuls. Ils peuvent également s'occuper des individus blessés, ce qui permet aux guépards d'agir avec plus d'audace pour protéger leurs proies. Comme ces prédateurs ne se nourrissent jamais de charognes, ce type d'entraide est très important. Les zèbres devraient maintenant prendre plus au sérieux ces chasseurs élancés aux pattes fines, mais plutôt coriaces. Cet animal plutôt effrayant, dont la forme de la tête et de la mâchoire est unique, peut être confondu avec une créature de l'enfer. Il ne s'agit pas d'une anomalie génétique ou d'un mutant. Cette créature est appelée l'animal le plus laid du monde. Mais en Syrie, dans leur pays d'origine, les chèvres de cette race sont tout simplement considérées comme divinement belles. Il s'agit d'une race très rare domestique appelée chèvre de Damas, connue sous le nom de Chami. Dans de nombreux pays, elles sont conservées en raison de leur apparence exotique unique. Avec leur front bombé, leurs oreilles tombantes et leur mâchoire proéminente, elles ressemblent à quelque chose sorti de la science-fiction. Ces chèvres démoniaques, il n'y a pas d'autre façon de les appeler, sont surtout présentes à Chypre, en Palestine, en Israël et en Syrie. La race appartient au type lourd. Le poids maximum que les chèvres Chami peuvent atteindre est de 130 kg pour une taille de 1 mètre et les chèvres pèsent jusqu'à 80 kg pour une taille de 75 à 85 cm au garrot. La caractéristique la plus distinctive de la race est une tête avec un museau très crochu. Un autre trait caractéristique des chèvres de race est la présence d'oreilles pendantes, dont la longueur peut atteindre jusqu'à 30 cm. De nombreux propriétaires de chèvres poussent encore plus loin l'aspect étrange de la chèvre de Damas en lui coupant les oreilles. N'est-ce pas, ma jolie? Les chèvres de Damas ont acquis une renommée mondiale en 2008, lorsque l'une d'entre elles a remporté le titre de la plus belle chèvre lors d'un concours de beauté organisé en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, cette race rare a pris beaucoup de valeur. Selon les experts, le coût d'une telle chèvre est comparable à celui des chevaux pur sang arabes et peut atteindre, écoutez bien, jusqu'à 67 000 $. La chose la plus choquante à propos de cette race est la différence entre son apparence lorsqu'elle est petite et lorsqu'elle a grandi. Les chèvres Chami, avec leur petite tête et leurs oreilles incroyablement longues, ont l'air plutôt mignonnes. Mais elles se transforment peu à peu en un véritable monstre, capable d'en effrayer plus d'un par son apparence.
Aimeriez-vous rencontrer une chèvre aussi mignonne? Il y a des chèvres qui aiment la montagne et l'air frais. Elles sont sans prétention et vivent parfois dans des endroits où les autres animaux sont tout simplement introuvables. Et la vie en montagne est très difficile. Seuls les plus intelligents, les plus malins et bien sûr les plus fiers survivent. La chèvre des neiges est une race de chèvres vivant dans les montagnes. Les chèvres ne vivent que dans les montagnes rocheuses d'Amérique du Nord. Elles vivent très haut. Elles peuvent escalader des montagnes jusqu'à une hauteur d'environ 3000 mètres. Elles mènent un mode de vie nomade, se déplaçant sur des rochers nus et des parcelles de pelouse alpine. Les chèvres des neiges sont de véritables beautés. Leur fourrure est blanche presque toute l'année et leurs sabots sont noirs. Les chèvres des neiges sont très grandes. Leur hauteur au garrot est de 90 à 105 cm, leur poids de 85 à 135 kg. Leur fourrure luxuriante les fait paraître encore plus grandes. La fourrure hivernale de la chèvre est telle qu'elle peut résister à des gelées allant jusqu'à moins 50 degrés Celsius. Les chèvres des neiges ont une incroyable capacité à grimper. Pour grimper, les hommes ont des bras, des jambes et toutes sortes de dispositifs, alors que les chèvres n'ont que des pattes. Mais ces pattes ne sont pas ordinaires, bien sûr, ce sont les meilleures. Elles sont fortes, minces et très rebondissantes. Malgré leur physique impressionnant, elles marchent sur des falaises complètement abruptes. Avec des abords et des corniches à peine perceptibles, il est tout à fait incompréhensible que des animaux aussi grands puissent rester là. Ils parviennent à poser leurs sabots sur les moindres pierres et à grimper sur des corniches d'où il est presque impossible tout simplement de descendre. Ils se déplacent lentement, paresseusement et ne sautent que très rarement. En même temps, si les chèvres des neiges sautent, c'est généralement vers le bas, parfois 6 à 7 mètres quand même, sur une corniche à peine perceptive, souvent glacée même. Les sabots de la chèvre des neiges sont parfaits pour escalader les montagnes. Ils sont bifurqués et peuvent s'écarter selon les besoins, ce qui leur permet d'adhérer à la surface. Ils sont souples au centre et très durs sur le bord. C'est pourquoi les chèvres des neiges ne glissent jamais sur les rochers, mais semblent s'y coller et peuvent rester sur de minuscules corniches et gravir des pentes vraiment abruptes. Ces animaux, bien sûr, ont beaucoup d'ennemis, mais les prédateurs sont extrêmement rares sur leur chemin, car ils ne s'élèvent pas à une telle hauteur, tout simplement. Mais il arrive que, face à l'ennemi, elles le repoussent avec leurs cornes, sauvant ainsi leur vie. Une chèvre en colère peut être un adversaire vraiment dangereux. Le prédateur le plus redoutable pour elle est sûrement le puma qui escalade les rochers, tout comme les chèvres des neiges. Cependant, il faut dire que les créatures les plus dangereuses pour ces bêtes-là sont sûrement le chasseur, en gros l'humain, quoi. Vous êtes d'accord? Partagez votre opinion dans les commentaires. Avez-vous entendu parler de l'évanouissement des chèvres? Il s'avère que les chèvres savent aussi s'évanouir et qu'elles le font à la suite d'une forte peur ou d'une surexcitation. Dans les situations d'urgence, la chèvre tombe dans un état de stupeur totale et s'écroule sur le dos ou sur le côté. Les pattes tendues. Les chèvres évanouies sont des chèvres domestiques ordinaires atteintes d'une maladie génétique rare, la myotonie congénitale. Dans des situations de stress, les animaux développent une paralysie musculaire complète des pattes. Comme il est impossible de se tenir debout dans cet état, elles tombent tout simplement sur le côté ou sur le dos. En même temps, les chèvres sont pleinement conscientes. En règle générale, cet état n'est observé que pendant une courte période. Les chèvres restent alors figées pendant une dizaine de secondes, puis se relèvent et se remettent à courir. N'est-il pas intéressant et amusant de les voir courir et s'évanouir tout soudainement? Ces jolies chèvres aux grands yeux globuleux et au profil romain sont très populaires. Elles sont de plus en plus souvent élevées comme animal de compagnie, en particulier les petits spécimens, car elles sont intelligentes, amicales et drôles. Actuellement, aux États-Unis, les chèvres évanouies sont reconnues comme une race rare d'animaux domestiques et font l'objet d'une protection d'ailleurs. Une espèce particulière de chèvre de montagne vit dans les montagnes alpines, appelée bouquetin ou ibex. Le bouquetin des Alpes est un grimpeur et un alpiniste hors pair. Et si l'on sait pourquoi les chèvres grimpent sur les pentes des montagnes, pourquoi s'obstinent-elles à escalader les pentes des barrages?
Il est étonnant de voir des chèvres non pas dans les montagnes, mais sur les barrages. Impressionnant. Alors mettez un like. Alors pourquoi les chèvres de montagne escaladent-elles des murs abrupts construits par l'homme? Et puis, ce qui leur manque cruellement dans les montagnes, elles n'ont pas assez de sel tout simplement. Et pour son bien, elles sont prêtes à marcher de nombreux kilomètres et à escalader des pentes inimaginables. Les chèvres grimpent sur leurs sabots, comme s'ils étaient en caoutchouc, et se collent littéralement à une paroi presque verticale. Elles font tout cela uniquement pour lécher le sel. Elles peuvent aussi se battre sur une paroi abrupte pour obtenir l'endroit le plus salé. Il est très surprenant de voir des chèvres se déplacer là où il n'y avait apparemment rien à quoi s'accrocher. Et tout cela grâce à des sabots tenaces, un très bon sens de l'équilibre et un appareil vestibulaire. Voilà ce qu'elles sont, des chèvres de sel. Aimeriez-vous avoir une telle chèvre comme animal de compagnie? Il est bien connu que les chèvres sont des grimpeurs hors pair. Et les chèvres peuvent sauter d'un endroit plus haut que leur taille. Essayez vous-même. Quoi, ça n'a pas marché? Eh oui, c'est plutôt difficile. Alors que pour les chèvres, grimper un arbre n'est pas du tout difficile. Les chèvres marocaines sont les plus bondissantes de la planète et elles ne broutent pas sur le sol, mais sur les arbres. Elles ne broutent pas sur le sol, mais sur les arbres, non pas pour se faire valoir, mais en raison de la pénurie aiguë d'herbe dans ces régions. Les chèvres, tels des cascadeurs de cinéma, se tiennent sur des branches incroyablement branlantes et atteignent leur délicatesse. Les fruits charnus et juteux de l'arganier. Peut-être s'agit-il d'une race spécialement élevée pour grimper à l'argan? Non, non. Non, les chèvres marocaines sont en fait les plus ordinaires. Mais il ne s'agit pas d'une espèce unique dotée de capacités acrobatiques. C'est simplement que les chèvres, obligées de s'adapter aux dures réalités locales, ont trouvé une nouvelle base alimentaire. D'ailleurs, la hauteur de l'arganier atteint 8 à 10 mètres, si bien que les chèvres marocaines peuvent être classées sans risque parmi les meilleurs grimpeurs, quoi. Il existe des chèvres étonnantes de la race galloise. La moitié avant de leur corps est noire et la moitié arrière est blanche. Les chèvres galloises viennent de Suisse et sont considérées comme l'une des plus anciennes races d'Europe. Son origine est africaine. Elles ont immigré d'Afrique en Suisse dans un endroit appelé Valais, dans les montagnes. Jusqu'à présent, elles ne vivent que dans le Haut-Valais. Les chèvres et les boucs ont tous deux des cornes. Les cornes sont très puissantes et longues, en moyenne 30 à 50 cm chez les chèvres, 80 cm chez les boucs. C'est une chèvre galloise nommée Arlequin, avec des cornes d'une longueur de 1 m 24 cm, qui est entrée dans le livre Guinness des records en 1991. Ils sont uniques non seulement par leur couleur, mais aussi par leur pelage très épais. En effet, il s'agit avant tout d'un rocher, où le vent, la neige et la pluie sont fréquents. Le pelage est très grossier, épais et partout, long même, jusqu'à 40 à 50 cm. Le front présente un trait distinctif, un épais bourrelet. On ne le coupe pas, mais on le gratte 2 fois par an. Ils sont encore gardés dans certains zoos en tant qu'animaux exotiques. Les chèvres à cornes vissées, marures, vivent en haute montagne. De toutes les chèvres de montagne, ce sont les plus grandes et les plus puissantes. La longueur du corps peut atteindre 1,70 m, la hauteur des épaules 90 cm et le poids 90 kg. Le nom de cette espèce vient de la forme des cornes qui se tordent comme un tire-bouchon ou une vis. Regardez les magnifiques cornes de cette chèvre. Elles atteignent une longueur d'1,5 m. Il est vrai que seuls les mâles ont des cornes luxueuses comme ça, les femelles ne pouvant se vanter d'une telle longueur et se contentant de cornes de 20 à 30 cm. Les cornes d'une chèvre à cornes vissées sont torsadées dans les directions opposées. Le nombre de tours atteint de 2 à 3, rarement 4 tours. Les chèvres de montagne ne perdent pas leurs cornes, elles les portent toute leur vie. Et pour conserver tout ça, elles doivent se marier uniquement avec des membres de leur espèce, sinon elles perdraient leurs cornes. L'habitat de cet animal est constitué de pentes abruptes de gorges, de rochers et de falaises à une altitude de 500 à 3500 mètres dans les montagnes du nord-ouest de l'Inde, de l'est du Pakistan et de l'Afghanistan.
Les chèvres à cornes vissées passent toute leur vie parmi les falaises rocheuses et les gorges profondes. Les montagnes leur fournissent à la fois de la nourriture et un abri contre les ennemis, bien sûr. Les marcours sautent avec une telle adresse sur les pentes les plus raides que n'importe quel alpinisme les envierait. S'éloignant du danger, ils peuvent descendre dans la gorge, sautant le long des parois abruptes, d'un côté à l'autre, tout en s'appuyant sur les moindres rebords. Leurs pattes sont solides et leurs sabots sont conçus pour ne pas glisser sur les pierres. Les prédateurs qui décident de chasser les marours devront donc chercher d'autres proies. Les chèvres à cornes vissées sont des animaux paisibles. Mais au printemps, lorsque les mâles organisent des tournois, il n'y a plus aucune trace de leur calme. En se voyant, les rivaux tentent immédiatement de prouver leur supériorité en se donnant des coups et en se poussant. Ils se heurtent avec des fronts puissants, avec une telle force que le bruit de l'impact s'entend à 1 km à la ronde. On pense que les chèvres à cornes vissées sont devenus les ancêtres des chèvres domestiques.